Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole que vous me donnez. Je dois avouer mon inconfort par rapport à ce type de cérémonie. Je pense que son Excellence le ministre Diop, qui me donne la parole dans un cadre comme celui-ci, doit comprendre comment ça peut être pour quelqu'un comme moi assez malaisant, parce que très souvent je m'en compte très mal du protocole. Et quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture, je comprends pourquoi il va être difficile que je sois ministre ou encore, je ne sais pas, militaire. C'est un exercice assez impressionnant et ça traduit tout simplement un certain état d'esprit. Cela dit, je voudrais ce matin qu'on commence par parler de Wagner, parce que ça semble être un gros mot. Pas seulement ici au Mali, mais un peu partout ailleurs. Et la réflexion, c'est de dire, ok, est-ce qu'il y a Wagner au Mali? C'est un grand débat. Moi, je me rappelle quand j'étais ici en 2022, la position du gouvernement malien était, nous ne connaissons pas Wagner. Il y a des instructeurs russes, parce que l'essentiel de notre armement vient de la Russie. Il est normal que ce soit des instructeurs russes qui viennent effectivement former nos militaires à utiliser ces armes-là. Mais depuis cela, malgré la position officielle de l'armée malienne, on entend tous les jours l'armée malienne et les supplétifs militaires russes de Wagner, l'armée malienne et les mercenaires de Wagner. Et je me suis posé la question, pourquoi c'est si important à chaque fois de dire l'armée malienne et Wagner? Et après, je me suis dit, non. Si l'armée malienne est accompagnée de Wagner, entre guillemets, ou des Russes, entre guillemets, où est le problème? En somme, où est le véritable problème? Alors, ce qui se cache derrière, madame, monsieur, c'est qu'on veut dire que Wagner, c'est une armée privée. Et comme une armée privée n'est pas encombrée par les normes du droit international ou alors les lois de la guerre, elle serait là alors pour faire des exactions. Et je dis bon, soit, admettons-le. Mais il n'y a pas que Wagner qui est une armée privée, qui est une milice, si on veut adopter le terme que certains veulent utiliser. La plus grande armée privée au monde, c'est Blackwater. On n'en parle pas. C'est une armée privée, montée par les États-Unis, qui a fait la guerre en Irak et en Afghanistan. On n'en parle pas. Il faut savoir que le mécanisme d'avoir recours à ces organisations paramilitaires n'est pas nouveau. Cela relève du choc qu'a créé effectivement certaines guerres, notamment aux États-Unis. On se souvient du drame qu'a été la guerre du Vietnam pour l'armée américaine. Et comme on se dit, la guerre par nature est sale, un pays ne devant pas se salir la main, il faut inventer un nouveau mécanisme pour que justement on puisse faire cette sale guerre sans salir le pays. Et c'est comme ça qu'émergent justement ces groupes militaires privés. On l'a utilisé ailleurs, donc on ne vienne pas nous faire croire que l'utilisation des paramilitaires a commencé avec les Russes ou la Russie, ou a commencé avec Wagner. Je tenais à faire ce préalable-là. La deuxième chose aussi, c'est de se dire dans l'absolu, si le Mali se retrouve à un moment donné dans une logique où c'est ce partenariat-là qui l'aide à attraper la souris, pour rester dans la logique du ministre Diop, où est le problème? On tente de nous faire croire que nous sommes des États souverains. En tant qu'État souverain, y a-t-il une loi, je parle là sous le contrôle des diplomates qui sont ici, qui interdirait à un État de signer un contrat avec une société privée dans un quelconque domaine? Si on confie la construction de nos routes, de nos écoles, de nos maisons, et même de ce que nous mangeons, à des sociétés privées étrangères, pourquoi on ne confierait pas un pan ou alors, à un moment donné, des aspects de notre sécurité à des sociétés privées étrangères si nous pensons que c'est ça la solution? La position ici, c'est de dire, la question n'est pas en réalité de savoir s'il y a Wagner ou pas. Et c'est pendant longtemps ce qu'on a voulu empêcher aux gens de réfléchir en mettant cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas qu'on pose des vraies questions et qu'on pose des vrais problèmes. On a endormi la plupart des journalistes et même maliens à essayer de dire est-ce qu'il y a Wagner ou pas. C'est pas ça la question. La question c'est que vous avez un pays qui est détruit aujourd'hui du fait d'un certain nombre de groupes que certains qualifient de terroristes, qui sont des bandes armées, qui sont des bandits.
Et qu'il y a eu des gens qui ont dit on vient pour arrêter ça. Sauf qu'ils ont fait 10 ans, au lieu d'arrêter, ça s'est prolongé, ça s'est propagé. Et comme on ne veut pas qu'on fasse ce bilan-là, il faut bien qu'on vous amène au pluriel, qu'on vous amène ailleurs. C'est ce qu'on appelle dans les techniques de communication les contre-feux. Aujourd'hui, il y a Kidal. Au lieu de s'arrêter à ce qui s'est passé à Kidal et de relever que l'armée malienne a pu récupérer Kidal, il faut absolument diluer cette victoire de l'armée malienne. C'est fondamental. Et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, madame, monsieur. Parce que chacun utilise l'information en fonction de ses intérêts. Il n'existe aucune information neutre. On utilise l'information en fonction de ses intérêts. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est celui de Moura, le fameux massacre de Moura. Je peux en parler avec d'autant d'aisance que j'ai été sur place, j'étais sur terre. Le titre, c'était l'armée malienne a massacré des civils à Moura. Et moi, je lui posais une question aux journalistes. C'est quel intérêt l'armée malienne aura à massacrer sa propre population? Et je me suis dit, cette affaire mérite d'être creusée. Surtout que vous vous souvenez que quelque temps avant, l'armée française avait tiré sur un mariage en tuant des civils. Et quand vous mettez votre télévision en marche ou que vous écoutez la radio, on parle d'une bavure de l'armée française au même. Quand il s'agit des FAMA, c'est un massacre. Vous comprenez très bien que le choix des mots a un sens en fonction du média qu'ils utilisent et en fonction de l'objectif visé. Pour revenir sur Moura, nous sommes allés sur le terrain. Et je profite de l'occasion pour remercier le colonel Dembélé qui est sur place. Parce que pour aller sur le terrain, madame, monsieur, il faut collaborer avec les autorités. Nous avons discuté et nous avons dit nous voulons voir les choses de près. Et 2 jours avant qu'on ne fasse cette mission, je lis l'article de Jeune Afrique. Et je vous assure, je suis retourné. Dans Jeune Afrique, on dit l'armée malienne a massacré les civils à Moura et a fait creuser une fosse commune par 2 jeunes de Moura qui ont enterré tous les cadavres. Et ces 2 jeunes-là, comme par hasard, ont donné des témoignages. Et parmi les témoignages, les jeunes disent, parce que pour Moura, on a précisé qu'ils étaient avec les Russes, hein, on a bien précisé. Et les jeunes disent, oui, on a vu l'armée malienne, ils ont commencé à tirer, et on dit, mais est-ce qu'ils étaient avec les Russes? Ils disent, oui, on a vu effectivement des gens qui ne parlaient pas français. C'est-à-dire, dès que vous ne parlez pas français et que vous avez une peau d'une certaine couleur, vous êtes forcément russe. Et je me suis dit, c'est quand même assez curieux. Et une fois arrivé sur le terrain, en discutant avec le chef du village, avec le chef de localité, qui nous ont donné les faits, selon eux, qui sont quand même des acteurs sur le terrain, on se rend quand même compte qu'on est là en plein cœur de la manipulation. Parce que tout le monde ici peut se poser une question simple. Je veux bien qu'on manque de respect à l'armée malienne, mais pas à ce point. Moi, je ne suis pas militaire, mais je sais que si jamais je me retrouve sur le terrain et que je commets un crime de guerre, c'est-à-dire que je massacre les civils et que je vais les faire enterrer par les civils, les 2 qui m'ont aidé à creuser le trou, dès qu'ils ont fini de jeter le dernier cadavre, ils suivent. Parce que ce sont les seuls témoins oculaires qui pourraient aller trahir ce que j'ai fait. Comment une armée comme l'armée malienne peut manquer tellement de lucidité au point de laisser en vie les 2 seuls témoins oculaires de ce type de massacre? Vous voyez qu'on se retrouve là en plein cœur d'une énorme manipulation et on vous dit, à Moura, moi j'ai eu du mal à trouver des gens qui parlent français. Ils ne parlent pas français, je présume que russe non plus. Mais on vous dit, ils ont pu distinguer que les gens qui parlaient en russe. Je dis que c'est quand même un peu compliqué quand même à faire goûter. C'est-à-dire que le français qui semblait être une langue plus connue que le russe au Mali, vous ne comprenez pas, mais vous arrivez à distinguer le russe. Il y a quand même quelque chose qui pose problème. Et vous vous rendez compte en réalité comment est-ce qu'on peut construire un narratif avec un objectif précis. Première chose, il faut justifier que l'armée malienne est une armée irresponsable. Raison pour laquelle on ne peut pas lui faire confiance sur son propre territoire ou défendre son propre sol et sa propre population. Et ça, on l'a vu. Dernier élément aujourd'hui, quand vous écoutez certains médias,
On est plus enclin à parler des exploits des terroristes. Les terroristes ont massacré ici, les terroristes ont fait ça ici, les terroristes ont fait ça. Mais très rarement, on vous dit que l'armée n'a rien à faire. C'est quand même curieux, cette façon de voir. Et ils vous parleront tantôt d'apologie du terrorisme quand vous essayez d'avoir un discours pro-palestinien. Sauf qu'il n'y a pas plus grand média qui fait l'apologie du terrorisme qu'un média qui donne la parole à un chef terroriste assumé. Vous vous souvenez tous de la fameuse interview accordée par France 24 pour ne pas la nommer. Quand vous donnez la parole à un chef terroriste, vous faites quoi? Si ce n'est pas de l'apologie du terrorisme, en réalité. Quand vous passez le temps à montrer ce que les terroristes ont causé, qu'est-ce que vous faites si ce n'est pas l'apologie du terrorisme? Je fais une parenthèse parce que nous, à Vox Africa, on a décidé justement, et c'est pour vous dire que même à Vox Africa, on n'est pas neutre, on a décidé de ne plus parler des massacres des terroristes. Parce qu'on a eu une simple réflexion en se disant, mais de quoi vivent les terroristes? Qu'est-ce qui fait leur force? Ce sont des coups d'éclat. Si on parlait de moins en moins de ce qu'ils font, est-ce que ça ne les découragerait pas si on arrivait à banaliser aussi un peu leur action? C'est une réflexion qu'on a menée. En rédaction, on a eu une discussion houleuse et on s'est dit, il vaut mieux faire le moins de cas possible de ces actes terroristes. Parce que c'est ce qu'ils recherchent. Vous voyez bien que le terrorisme vit du spectacle. Quand il fait exploser sa bombe, si on n'en parle pas, il a loupé son objectif. Donc, son seul objectif, c'est que ça passe traîner le cours. Et quand les médias font ça à longueur de journée, ça crée la psychose auprès de la population et on se retrouve dans une situation où le peuple est terrorisé, alors que parfois, ce sont des choses qui sont rapidement maîtrisables. Donc, je voulais faire cette introduction, madame, monsieur, pour vous expliquer en fond qu'il ne faut plus s'arrêter à ce qui est donné à voir. Les médias ne sont rien d'autre que des instruments au service. C'est suffisant. Les médias ne sont rien d'autre que des instruments au service de ceux qui les créent et de ceux qui les financent. C'est fondamental. Et le ministre Diop l'a révélé tout à l'heure. La question centrale, c'est pourquoi un État comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, va utiliser de l'argent public pour créer, financer des médias orientés vers le reste du monde et particulièrement vers l'Afrique, c'est ce qui nous concerne, avec pour objectif de nous donner la bonne information. Si on parle du postulat selon lequel les États n'ont pas d'amis mais n'ont que des intérêts, ça veut tout simplement dire qu'ils y ont un intérêt. Alors ce qui se passe, madame, monsieur, c'est que l'esclavage, la colonisation ne pouvant plus se poursuivre sous la même forme que dans le passé, on a juste déplacé les chaînes de nos jambes et de nos coups pour les installer dans nos cerveaux. L'objectif étant de contrôler l'opinion publique. Parce que si vous contrôlez l'opinion publique d'un État, vous contrôlez l'État. Ça vous revient moins cher que d'avoir des bases militaires partout, comme certains sont en train de vouloir le faire. Et c'est pour cela qu'on met de l'argent pour que votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de consommer soit conditionnée parce que les autres, ils ont prévu pour vous. Et ce n'est pas un fait du hasard si on va très loin, jusqu'à utiliser nos propres langues nationales pour nous informer. Parce qu'on s'est tout simplement rendu compte que pour avoir la masse dans un pays comme le Mali, qui est essentiellement bambarophone, le français ne fait pas autant d'effets. On ne pourra pas manipuler tant que ça si on n'utilise pas le bambara, le haoussa, le foulé, etc. Donc on investit là-dedans et on crée des rédactions en ces langues locales. Quand vous êtes naïf, vous vous dites, oh, ils sont vraiment géniaux, ces gens, ils veulent vraiment que nous soyons informés. Mais pour peu que vous soyez avisés, vous vous dites, alors là c'est grave. Parce que c'est de ça qu'il est question, la situation est vraiment grave. À côté de cela, je tiens à le préciser, c'est pour ça que je ne m'arrête pas sur un pays. Toutes les grandes puissances au monde ont ce mode opératoire. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et les autres ont réagi, la Chine. Ils se sont dit, non, on ne va pas regarder ça. Ils ont créé leur propre instrument, CCTV, qui arrose l'Afrique. Et pour revenir au conflit israélo-palestinien, vous vous souvenez que pendant longtemps,
l'Afrique avait une position qu'on pourrait qualifier quasiment de consensuelle sur la crise palestinienne. Et le monde avait du mal, effectivement, à comprendre aussi ce qui se passait. Et Israël, pour répondre à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Il nous faut notre média pour donner notre narratif. I-24. Et depuis qu'il y a I-24, on peut recevoir en Afrique, vous rencontrez de plus en plus des Africains qui relativisent leur position par rapport à ce conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés à un autre narratif. C'est d'où l'importance d'avoir le narratif. Le monde arabe a décidé de se protéger. Al Jazeera dit ok, CNN ne va plus faire la pluie et le beau temps. Nous, on va avoir notre CNN. Parce que tout part de ce qu'on a appelé l'effet CNN. Parce que pour la première fois, on vivait une guerre en direct. Et tout le monde a commencé à créer ces instruments pour pouvoir avoir son narratif vers le reste du monde. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, de manière consciente ou pas, nous sommes encore en Afrique, comme je le dis dans le livre, la poubelle du monde, en ce qui concerne le domaine des médias. Nous sommes la seule partie au monde qui encaissons tout sans filtre. Nous diffusons toutes les chaînes de télévision qui existent sur la planète sans nous poser la moindre question. Parfois même des chaînes qui vont totalement à l'encontre de nos convictions et de nos valeurs. Ce qui est totalement inadmissible. Parce que les autres, ils ont compris que la communication, l'information, c'est davantage un instrument de domination. Ils ont décidé de se protéger. Ce n'est pas un hasard que si vous arrivez en Chine, par exemple, vous n'aurez pas accès à Facebook, à Google. Parce que ce ne sont pas leurs instruments. Et ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire la promotion des instruments qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Vous avez plusieurs pays aujourd'hui dans lesquels, si vous allez, vous n'avez pas accès à certaines chaînes de télévision. Vous n'allez pas aller retrouver un certain type de télévision en Iran. Vous pouvez dire ce que vous voulez de l'Iran. Mais chaque État souverain est libre de décider qui diffuse quoi sur son territoire. Pourquoi l'Afrique, comme dans d'autres domaines, va être la poubelle du monde? Et cela ne s'arrête pas seulement aux médias, parce que pour que les médias arrivent dans vos foyers, il faut bien les distribuer. Parce que pour que chacun puisse recevoir une chaîne de télévision chez lui, il faut qu'il y ait un distributeur. Tenez-vous bien, là encore, l'Afrique est totalement absente. C'est lui qui décide même des chaînes que vous allez regarder, ce n'est pas. Ce qui est totalement grave. Et sur ce cas-là, il y a un exemple patent, dont on n'a pas beaucoup fait cas, mais qui est un cas d'école à mon sens. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant la crise. Vous vous souvenez qu'au plus fort de la crise, il y avait une bataille de propagande entre le camp Gbagbo et le camp Ouattara. Gbagbo, président alors à l'époque, utilisait la radio-télévision ivoirienne, la RTI, et Alassane Ouattara, pour contrecarrer, avait créé une télévision pirate au Golfe, où il émettait effectivement ses programmes. Sur la RTI, on disait quoi? L'armée est en train de repousser la rébellion, le président Gbagbo est sûr de ses forces, tout se passe bien. Sur la TCI, on disait la rébellion progresse, le président Gbagbo est reculé dans son bunker, il va bientôt tomber. Alors on faisait ce jeu de ping-pong. L'opérateur qui diffuse les images en Côte d'Ivoire, qui est un opérateur privé, soit dit en passant, a eu la lumineuse idée de retirer la RTI de son bouquet et de remplacer la RTI par la TCI, qui, je le répète, était une télévision pirate. Conséquence des courses, la majorité des Ivoiriens n'avaient plus qu'accès à une seule version, celle de la TCI, qui disait à longueur de journée, l'armée a capitulé, Blé-Goudé a été arrêté, Gbagbo a capitulé, etc. Vous imaginez, comme disait le ministre tout à l'heure, l'effet que ça peut avoir sur les populations et sur l'armée. Conséquence logique, on a pu libérer l'espace parce que Blé-Goudé, à travers la RTI, mobilisait. N'ayant plus, permettez-moi l'expression, son halo, ne pouvait plus mobiliser. Le terrain a été dégagé, l'armée française a pu bombarder et on a allé déloger le président Gbagbo. C'est pour dire aux Africains qui nous écoutent que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce qu'on dit que la télévision, la radio a aussi une mission de divertissement qu'on pense que c'est sa mission première. La communication, ce n'est pas un jeu. Bien avant la guerre rude,
La guerre la plus dangereuse, la plus nocive, la plus vicieuse, c'est la guerre de communication. Je vais demander l'indulgence du modérateur pour avoir 5 minutes pour conclure. Parce que vous allez me dire, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de planter le décor, de critiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer en 2 minutes, même si je ne suis pas sûr. Première chose, le ministre en a parlé, les réseaux sociaux. Formidable instrument. Qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Et je pense qu'aucun Malien ne pourra me dire le contraire. Parce que justement, on a pu avoir, à travers cet instrument, la possibilité de contrebalancer certaines informations. Les médias mainstream n'étaient plus les seuls. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls laboratoires de fake news. La plupart des fake news sont concoctés dans les rédactions qu'on pense les plus crédibles et les plus sérieuses. Donc les réseaux sociaux, formidable instrument, on ne peut pas le dénier. Sauf que, là encore, ça nous appartient. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous publiez sur Facebook, YouTube ou Twitter, au nom du contrôle et de la modération, on vous censure. Il y a des mots, dès que vous employez, à un moment donné, dès que vous disiez Russie, Ukraine, etc., en fonction de ce que vous pensiez, vous étiez bloqué sur Facebook, vous étiez bloqué sur YouTube. Ce ne sont pas nos instruments. Raison pour laquelle on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Deuxième chose, il y a des médias africains qui existent, au Mali, dans d'autres pays, et des médias panafricains. Il faut leur donner la force. Et là, je m'adresse aux autorités. Peut-être pas celle malienne actuelle, parce que vous êtes moins concernés, vu votre niveau de disruption. Dans certains cas, on vous appelle des révolutionnaires. Mais pendant longtemps, plusieurs autorités africaines, les chefs d'État en tête, pensaient que pour exister, il fallait parler à RFI, il fallait parler à France 24, il fallait parler à la Deutsche Welle, il fallait parler à CNN. Affaiblissant par le même coup leurs propres médias. Quand on dit de donner les moyens aux médias locaux, aux médias africains, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi la primauté de l'information. Quand vos dirigeants choisissent d'aller sur France 24 donner une information en exclusivité, ils affaiblissent les médias locaux. Vous devez d'abord parler à vos médias. C'est une priorité, il me semble. La deuxième chose aussi, c'est de dire qu'il faut organiser la riposte. Le Mali a fermé RFI et France 24. C'est bien, c'est même très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous entrons dans un cycle exclusivement d'opposition. Parce que si on n'arrive pas à donner de l'alternative, les gens se retrouvent dépendants. Parce que l'information, c'est aussi à un moment donné comme une drogue. Les gens veulent dire la désinformation. Donc si on n'arrive pas à remplacer cela par autre chose, ça risque d'être très compliqué. Donc il nous faut effectivement repenser notre rapport à la création de l'information. Et je suis content que le modérateur ait travaillé pour une agence de presse, parce que c'est là où tout commence. American Press, AFP, Reuters. Ce sont eux qui décident de ce qui fait l'information dans le monde. Où est l'Afrique dans tout ça? 80 à 90% des informations traitées par les médias africains viennent de l'AFP, de Reuters ou de l'American Press. Donc en réalité, nous ne sommes que les consommateurs. Si nous voulons inverser la donne, il nous faut réveiller la PANA, avoir une véritable agence africaine de presse. Et c'est là où nous pourrons commencer à construire notre propre narratif. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'avons aucune chance de nous en sortir dans cette guerre informationnelle. Il y a certainement beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé dire, autant pour moi, mais le temps faisant défaut, je vais vous demander la permission de m'arrêter là, parce que justement, il faudrait qu'on ait le temps, effectivement, de faire des échanges, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir réagir, mais je ne pourrais pas partir d'ici sans relever quelque chose qui me semble fondamental, dont on parle énormément ces jours-ci,
c'est par rapport à la place que nous devons accorder, notamment à l'armée, dans ce qui est en train de se passer au pays, notamment le Mali. C'est fondamental et je voulais sortir vraiment par cette anecdote parce qu'elle me tenait à cœur. Je me souviens quand nous sommes allés avec l'armée malienne à Ségou, à Niono, etc. Nous étions fortement escortés par l'armée parce que c'était des zones qui venaient entre guillemets d'être libérées. Et quelques mois avant, j'avais fait une conférence à Sciences Po Paris où il y avait une jeune africaine qui m'avait dit « Mais vous, les médias africains, on ne vous comprend pas. Pourquoi on ne vous voit pas sur le terrain de la guerre? Pourquoi vous n'êtes pas aussi courageux que les journalistes de France 24, de BBC pour aller sur le terrain des opérations ?» À l'époque, j'avais ri et je lui avais dit « Ne vous méprenez pas, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai beau être courageux, mais je ne suis pas suicidaire. On ne couvre pas une guerre comme on couvre n'importe quelle actualité. Pour couvrir une guerre, il y a un certain nombre de préalables. Et l'essentiel des images de la guerre, du front que vous voyez qui sont impressionnantes, ne sont pas toujours faites par les journalistes. C'est l'armée de ces pays qui le leur donne. C'est l'armée française qui donne certaines images à France 24 et à France 2, à TF. Pour la simple et bonne raison que, étant au front, il est plus facile pour eux d'avoir les images par rapport à ça. Et même quand un de leurs journalistes doit aller au front, il doit absolument être encadré parce que ce n'est pas un jeu de la guerre, c'est une réalité. Et je voulais souligner ça, pourquoi? Parce qu'on a le directeur de la DIRPA ici. L'armée malienne a compris également que la guerre, ce sont les images. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est fondamental. Si on veut tordre le cou à la désinformation, il faut que l'armée joue pleinement son rôle en étant aussi l'une des sources les plus crédibles de ce qui se passe au front. Nous, on a fait cette expérience, je peux vous assurer, vous avez la chair de poule. Et j'ai été marqué par la bravoure de ces jeunes militaires maliens qui, au péril de leur vie, se battent chaque jour. Et ça m'a moi-même, en tant qu'humain et en tant que journaliste, secoué. Et au sortir de là, j'avais fait une chronique dans laquelle je disais personne, à part l'armée malienne, ne peut défendre eux-mêmes. Parce que ces jeunes-là savaient pourquoi ils étaient sur le terrain. Et ils avaient justement cette posture de dire on ne va pas les laisser faire. Nous, c'est chez nous. Et ça m'a parlé. Il dit nous, c'est chez nous. On ne va pas les laisser faire. Contrairement à des gens qui sont venus et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ça fait toute la différence. Donc, je voulais terminer là-dessus en vous remerciant pour vos collaborations en restaurant. Merci Jules, merci. Merci à tous. Merci Jules.